Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Nous sommes ensemble pendant une cinquantaine de minutes, une édition spéciale. On va revenir bien entendu sur le CHAN 2018, le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux qui s'est terminé en apothéose en tout cas pour la sélection marocaine qui a remporté ce tournoi après une victoire dimanche 4-0 face à la sélection des Green Eagles du Nigeria. Et pour m'accompagner ce soir dans cette édition spéciale, des invités de marque. Je commence par le directeur technique national marocain, Nasser Larguet. Nasser, bonsoir. Bonsoir Jalal. Bonsoir Nasser et félicitations donc à toutes les composantes du football marocain après ce titre. Avec nous également Sega Diallo, journaliste et producteur guinéen. Sega, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également quelqu'un qui rentre tout juste de l'Afrique, mais de l'Afrique musicale et pas footballistique, Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir, on est ensemble. Sport et musique. On est ensemble, on est ensemble. Une expression d'amitié. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jalel, ça fait quoi de gagner? Ça fait, on a l'habitude en ce moment, hein. Ça fait depuis quelques années. Pas en club, pas en sélection, ça fait quoi de gagner? C'est bien. Nous sommes pleins de gloire, nous sommes beaux. Très très bien. En sélection, moi j'ai pas de souvenir d'avoir gagné quelque chose ces 30 dernières années, en tout cas les 30 dernières. Tu étais né en 76? Oui, j'étais né, mais je n'étais pas journaliste. Contrairement aux apparences, je n'étais pas encore journaliste, mais je me parle de moi en tant que journaliste. Tu étais amoureux du foot quand même. J'étais amoureux du football, effectivement, et mes premiers souvenirs, franchement, je ne me souviens pas de 76, même si j'avais 3 ans. Toi, tu avais 3 ans, mais moi, j'avais pipe ans. Voilà, exactement. Bienvenue donc, Sega, sur ce plateau. Je rappelle juste à nos téléspectateurs un petit peu partout au Maghreb et en Afrique, à nos auditeurs également. Je rappelle encore une fois que cette émission est également diffusée sur Medi 1 Afrique, un petit peu partout en FM, que ce soit donc au Cameroun, en Mauritanie, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, etc., etc. Sega Diallo, donc journaliste et producteur. Avant de commencer l'émission, je voudrais vraiment te féliciter, Sega, pour la qualité du travail effectué tout au long de ce CHAN. Une émission spéciale, une quotidienne préparée par l'équipe de Sega Diallo. Oui. Et c'était du super travail. Je tiens à te féliciter pour ça. Avant donc de commencer, les amis, on va regarder un sujet sur cette ambiance qui a suivi ce sacre de l'équipe du Maroc à Casablanca. On regarde le sujet, on en parle juste après. Plein feu sur le ciel de Casablanca. Le Maroc signe un exploit historique en remportant sa première édition de la CHAN face au Nigeria. Malgré une météo pluvieuse, 35 000 supporters ont répondu présents au grand stade. Dans les rues, les Marocains goûtent enfin aux joies du sacre. Nous sommes très contents. C'est une victoire historique. Un grand merci à l'équipe nationale et aussi au public. Nous avons remporté cette coupe, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Félicitations au peuple marocain de Tanger à la Gouira. Les cafés, eux, n'ont pas désempli. Un large public y a également suivi la rencontre. Après 20 ans de contre-réalisation, remporter le trophée confirme le sursaut du ballon rond national, un éveil tant attendu par des milliers de supporters. L'équipe marocaine a bien engagé sa finale. Cette victoire est de bon augure pour les compétitions à venir. Nous sommes d'attaque pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Après la qualification en Coupe du Monde 2018, le sacre du WAC en Ligue des champions d'Afrique et sa victoire historique lors de ce 5e championnat d'Afrique des Nations, le football marocain débute un chapitre doré de son histoire, une vague de réalisations qui présage le meilleur pour le football marocain et africain. C'était donc le sujet de Souheil Jalil. Nasser, une victoire plus que méritée, hein, en tout cas en finale face au Nigeria. C'était certainement, en tout cas à mon sens, le match le plus abouti de la sélection marocaine depuis le début de ce CHAN. Exactement, c'est un match vraiment complet. C'est vraiment le niveau qu'on attendait de cette équipe-là. C'est vrai qu'au début de la compétition, parfois c'était un petit peu poussif. Par contre, cette finale-là, on a vu toutes les qualités de nos joueurs, à la fois maîtriser le jeu, mettre du rythme, il y avait de la vitesse, il y avait de belles combinaisons, et puis des occasions de but, et pas n'importe quelle occasion, vraiment des occasions collectives. Même dans la récupération de balles, on avait un petit peu
quelques craintes par rapport à la puissance et la vitesse des Nigériens. On a vu nos joueurs vraiment très actifs dans la récupération du ballon. Je dirais dans les deux domaines dans lesquels on pensait que le Marocain pêchait, dans la récupération collective du ballon et même individuelle, quand on voit un Boulerou aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Nos défenseurs en 1 contre 1 ont été rarement dépassés. Et ensuite, dans l'utilisation du ballon, ça a été vraiment le match abouti. Le match abouti pour une sélection, et je pense que tout le monde est d'accord, qui aura mérité peut-être, Sega, ce titre. Elle a, à part le Nigeria, on a vu donc le résultat de la finale, c'est l'équipe la plus constante depuis le début de la compétition. Oui, logiquement. Ils ont commencé ce tournoi-là avec un peu de retard à l'image, pas sur le score, mais sur la mi-temps. Ils ont commencé par 4-0, ils ont fini par 4-0. Par 4-0. Mais sauf qu'ils étaient moins à l'aise au début du tournoi qu'à la fin. C'est normal parce que c'est une équipe qui s'est bonifiée au fil du tournoi. Mais je pense qu'au vu du talent et du potentiel, c'était gagné d'avance pratiquement. Il fallait juste rester concentré dans la tête. Et c'est ça qu'ils ont su faire et c'est ce qu'il faut saluer. Amine ? Ouais, je pense qu'ils ont tout dit. Mais moi, donc, j'irai côté un peu extra-sportif. Moi, je suis heureux, très heureux, parce que très honnêtement, j'ai toujours défendu cette compétition. Et je savais qu'elle me donnerait du plaisir, parce qu'on va quand même rappeler que ce Nigeria-là, on l'a rencontré lors d'un CHAN, où on menait 3-0 à la mi-temps, avant de se faire reprendre. Donc tu dors, tu te réveilles et tu vois 4-0, c'est quelque chose de formidable. Donc effectivement, c'était un match super abouti. Maintenant, là où je suis heureux, c'est qu'effectivement, c'était pas gagné d'avance, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que... Tu veux dire que tu t'es endormi pendant ce match ? Non. Parce que tu dors et tu... Non, bon, parce que les mots veulent dire en un sens. Tu n'as même pas tes cartons. J'ai pas les cartons, mais les mots ont un sens. Tu dors, tu te réveilles, tu as 4-0. Voilà, moi, je pense... on m'aurait dit 4-0 on n'a pas eu souvent le football marocain en finale d'une compétition continentale. Est-ce que vous dites souvent, on s'endort en regardant les matchs de la Botola ? J'espère que pour celui-là, tu t'es pas endormi. T'as fini ? Oui. Voilà, d'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Voilà, déjà d'un point de vue sportif. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même une équipe qui... Comme tous les matchs de football qui se jouent à 11. Tu as l'air en forme ce soir. Oui. C'est un match terminé, cette histoire. Donc, c'est déjà une équipe qui est composée pour moitié de joueurs du Wydad qui ne sont pas reposés pendant 3 ans. Donc, ce n'était pas évident d'avoir des joueurs frais, d'une part. Une équipe composée essentiellement de joueurs, donc que de la Botola, qui, comme on le sait, vient d'avoir 3 mois relativement brinque-ballant. Donc, pour moi, c'était une très grosse performance sportive. Ensuite, c'était une belle performance populaire parce que je pense que le public a beaucoup adhéré justement à ce CHAN, alors qu'au début, c'était très mitigé, effectivement, qu'on le veuille ou pas. Et pas qu'au Maroc, parce que de toute façon, les compétitions continentales, à part les sélections des pays, des pays hôtes, c'est souvent difficile. C'était pas gagné d'avance. Donc moi, je pense qu'au final, le pari a été très très largement remporté haut la main et je suis heureux pour ça. Reda ? Toi aussi. Oui, moi je vais juste parler de foot 2 minutes parce que vous avez parlé de 2 zones un peu inquiétantes qui étaient la récupération collective et la récupération individuelle, c'est ça ? Individuelle collective du ballon. Oui. Voilà, moi je vais en rajouter une troisième qui est un peu la capacité mentale à se montrer à son avantage le jour J. Et c'était pas vraiment quelque chose. On a souvent vu des sélections marocaines où arrivent jouer avec le frein à main le dernier jour. Bon, ils ont surpassé ça et ils ont joué libéré avec, comme vous avez dit, le match le plus abouti, y compris techniquement. Et ça pour moi, c'était une crainte, au moins autant que le côté technique, la capacité à être performant au moment décisif. Et ils l'ont été, voilà. Je suis content que tu soulèves le côté mental et c'est vrai que l'année et demie de travail avec cette équipe-là, c'est vrai qu'on a beaucoup axé, je dirais, le travail bien sûr sur cette fameuse récupération et cette fameuse finition, mais ils ont acquis ce mental à travers tous les matchs amicaux qu'ils ont joués. Pour la première fois, la fédération nous donne la possibilité d'organiser pratiquement à chaque date FIFA 2 matchs amicaux contre des équipes nationales A, la plupart du temps, et ce qui forge quelque chose, ces joueurs-là. En plus, c'était pas concluant, Nasser, sur les matchs amicaux. Non, mais vous n'avez pas suivi les résultats. Ah si, j'ai suivi les matchs. Sur 16... J'ai suivi les matchs aussi. Hein. Non, on n'en a perdu que 2, je parle au niveau du jeu. Non, je parle du jeu. Le jeu, effectivement, si on veut voir le match que l'on a vu en finale, on n'a pas vu beaucoup de matchs sur... Par contre, on a vraiment axé sur le gros défaut qu'on avait, c'est sur le plan des duels, sur le plan de l'engagement avec l'adversaire. Et c'était les premières fois sur les matchs amicaux où quand on jouait contre le Burkina Faso, contre le Mali ou contre d'autres équipes subsahariennes, je voyais des joueurs adversaires, Cameroun. Le premier match que l'on joue avec cette équipe-là à Marrakech, au Cameroun,
je peux vous assurer, le premier duel qui s'est imposé à nous, c'était un duel aérien sur un attaquant. Notre défenseur central est allé au tampon, il a couché l'adversaire. Et donc, j'ai une question, justement on s'est dit, tiens, quand un de nos joueurs est capable de faire ça, je pense qu'on est en train de gagner la partie. Alors moi, j'ai une question vraiment qui me taraude depuis des années. Vas-y. Je suis content de trouver. Servez-vous-en. Voilà. Elle me taraude. Elle me taraude. Ouais. On a gagné le Chan, on l'a gagné à la maison. On se plaint très souvent des conditions de jeu dans l'Afrique subsaharienne. On se plaint beaucoup du climat, on se plaint beaucoup de l'humidité ou pas de la sécheresse. Enfin bref, on a des. Pourquoi, dans l'histoire du Maroc, tous les matchs amicaux que nous les jouons soit à domicile, soit en Europe? Pourquoi pas? Non, mais peut-être que c'est stupide ce que je dis. Pourquoi ne pas imaginer d'affronter le Nigeria au Nigeria, le Cameroun au Cameroun, le Sénégal? Il a fait Hervé Renard, son premier match, c'était en déplacement. On a dû en faire 5 en 50 ans, en 60 ans d'indépendance. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? C'est notre stratégie aujourd'hui. On a fait le premier match amical contre le Cameroun, on l'a fait ici. Le deuxième, on l'a fait là-bas. C'est là-bas que... Oui, c'est très rare. Ok, c'est très rare, mais dans notre stratégie, toutes nos équipes, les moins de 17, les moins de 20, les moins de 23, plus cette équipe locale, nous avons pris le pari avec le président, et c'est le président qui nous encourage là-dessus, d'aller faire nos matchs amicaux dans les pays subsahariens. J'aurais dû poser ma question avant, alors. Non, franchement, on est en train de les faire. On est en train de les faire. Et c'est vrai que c'est notre objectif. Pendant des années, effectivement, on s'est tourné vers l'Europe. Mais quand vous faites des qualifs pour la Coupe du Monde, vous jouez contre qui? Vous jouez en Afrique, vous devez être les meilleurs en Afrique pour pouvoir passer le cap, pour pouvoir faire des JO ou d'un championnat du monde. Donc, mais souvent aussi, et ça c'est pas que le problème du football marocain, souvent même les sélections africaines, elles jouent toutes en Europe. C'est plus facile de croiser la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal à Paris, à Marseille, à Gênes, que d'aller jouer chez eux, parce que même eux c'est plus pratique, c'est plus rapide de se retrouver en Europe que de venir d'un petit peu partout. Au résultat, tu fais même les sélections avec qui tu joues. Qui ne sont pas idéales pour jouer le match, effectivement. Après, Parce que moi, je ne connais pas, et peut-être une ces CAN gars... ne se joue jamais en France. Mais non, cela dit, je ne connais pas. Et Logistiquement, mais c'est plus simple pour les sélections de Exactement. réunir tout le monde en Europe. Ces gars, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais tu peux me confirmer ou contredire. Pratiquement toutes les sélections africaines jouent à l'extérieur leur match. Je parle des top 5. Moi, je ne me souviens pas de matchs amicaux du Cameroun au Cameroun. Les Camerounais jouent leur match officiel au Cameroun, mais leur match... Au résultat, après que les Camerounais qui ont l'habitude de faire leurs matchs amicaux en Europe et les Marocains qui ont fait l'habitude de faire leurs matchs amicaux au Sénégal, à Marrakech, pardon, ou en Europe, se retrouvent au Cameroun, tout le monde est là en train de lever la tête, s'attraper les cheveux et dire quel terrain, Bon, est-ce que je peux parler de sentiments? Et on revient au Chan, oui. Oui, voilà, vous avez parlé de mais tu peux parler de tout ce que tu veux. Hein. D'accord, non, mais c'est juste pour le dérouler. À part la chemise, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je vais dire comment je me suis senti. Oui. Je vais pas parler de foot, ni de récupération collective, ni individuelle. Et je vais vous parler de comment je me sens devant cette équipe marocaine locale qui porte un trophée. C'est comme si tu as un copain dans ton quartier que tu as vu quasiment... toute l'année ou toute sa vie, dans toutes les conditions, y compris les plus lamentables. Ouais. Voilà, des situations d'échec, situations moyennes. Et le jour de son mariage, il est beau gosse, tu vois, il est bien habillé. Tu as une émotion quand même. Ouais. Tu le vois à son avantage. Et bien, ça me fait pareil dans le joueur de Botola, avec la tenue nationale et avec un trophée. Ça me fait exactement le même sentiment, parce qu'on a un vrai attachement avec ces gens-là, qu'on suit sur l'année depuis plusieurs saisons, qu'on a vu changer de club, qu'on a vu grandir, qu'on a vu simuler, qu'on a vu louper, qu'on a vu... Et là, on les voit à leur avantage, et c'est ça pour moi une sélection, et c'est pour ça qu'elle me fait très plaisir cette coupe. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, Monsieur Dargat. Vous avez bien vu que la tension positive est montée crescendo. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous convaincu que le foot, et je ne dis pas ça par rapport aux autres villes, se vit intensément à Casablanca pour des compétitions pareilles? Et reviennent encore à cette histoire. Parce que c'est important. Je te rappelle quand même que Casablanca, qui fait aussi partie de ce beau pays, a été privé de football au niveau de sa sélection pendant des années. J'ai même envie de dire plus d'une décennie. Donc aujourd'hui, il est quand même légitime de poser cette question par rapport à cette ville. Non, je crois que le football appartient à l'ensemble du royaume. Et c'est vrai que la privation de Casablanca de compétition de l'équipe nationale, il est légitime qu'elle lui revienne aussi. Donc effectivement, il ne faut pas non plus tout déplacer, se dire le monopole du football sera sur Casablanca on est loin. Et que Marrakech, etc. Non, on n'est pas encore là.
je préviens, tout simplement. Ouais. Il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un énorme engouement. C'est vrai que le public a été très, très utile pour notre équipe. La plupart d'entre eux jouent à Casablanca aussi. Donc, il y a cette, je dirais, proximité du lieu de vie de ces joueurs-là. Ils sont tous tombés follement amoureux de Kiabi, qui pourtant joue loin de Casablanca, même si c'est un enfant du RAC. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet. On va parler d'El Kaabi dans un instant, mais moi je demanderais au réalisateur Driss Ba de prendre les deux chroniqueurs à ma gauche, Amin et Reda, mais en même temps, parce que je veux faire une déclaration, les deux amis, une déclaration d'amour pour tous les deux. Si on peut les avoir tous les deux, ça sera bien avant que je parle d'El Kaabi, parce que là, mes amis, on a affaire aux deux plus grands imposteurs de l'histoire du football marocain. Ces amis, ces deux-là que vous voyez à l'écran, passent leur vie à militer. Les matchs, il faut que ça se joue au Casa. Non, ils habitent les deux, ils habitent à exactement 1 minute à vol d'oiseau du complexe. Ils n'ont regardé aucun match du Chan, et je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'ils ont été. Est-ce que non, mais c'est vrai. Il faut que la coupe du, il faut que la coupe du, il faut que les matchs viennent, il faut que la sélection. La finale à Bamako. Non, mais tu étais là. Non. Est-ce que vous avez vu les derniers matchs de l'équipe du Maroc? Jamais de la vie. Mais c'est pas le sujet. Vous n'êtes pas le sujet. Le sujet, c'est le Kaabi, mes amis. Le sujet, c'est le Kaabi, la superstar. Comment il est venu de la question? Parce que j'ai envie d'y répondre. On n'a pas tous la chance. Non. On va juste reprendre une chose par rapport au trophée. Sur ce Chan, il y a 4 trophées quand même. Hein. Ouais. Il y a le trophée, bien sûr, du Chan. Il y a le fair play. Ouais. Il ne faut pas oublier que l'équipe n'a pris, je crois, que 3 ou 4 cartons jaunes au maximum par rapport aux autres adversaires. Elle a le trophée du meilleur joueur du tournoi, qui est le Kaabi. Ouais. Meilleur buteur du tournoi Kaabi de l'histoire du Chan, avec 9 buts. Et la deuxième meilleure bicyclette. Et la deuxième meilleure bicyclette aussi. C'est quand même 4 trophées qui montrent que cette équipe. Meilleure défense. Bah ouais, c'est une équipe. Qui montre que cette équipe mérite amplement ce titre. En plus, ils sont beaux. Et cette sélection qui a dominé un petit peu toute la compétition avec en superstar. Un petit détail. Je sais, sous l'équipage, là, suis un peu mentalement, le changement, le déclic, il arrive avec l'arrivée de Renard, ou c'est un travail qui est amorcé au niveau de la DTN, parce que on a vu des matchs du Maroc sous Guéret. C'était, les mecs... Là, ils perdaient. Mais là, qualification à la Coupe du Monde, j'étais à Abidjan pour le dernier match. J'ai vu, ils sont arrivés. Même avant d'entrer sur le terrain, ils ont montré on est venu pour gagner. Ouais. Et là, sur le Chan, on voit les guerriers. Est-ce qu'il a un apport ou c'est un travail global de la DTN? Sachez tout simplement, avant l'arrivée d'Hervé Renard, c'était notre premier constat. Le constat, justement, on parlait de la récupération, on parlait de la finition. On avait toujours une crainte quand on avait en face de nous le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ouais. On se diminuait psychologiquement. On joue contre le Cameroun, on joue contre la Côte d'Ivoire. C'est comme si on jouait contre la Côte d'Ivoire de Drogba et tout ça. Ça descendait dans toutes les catégories. Donc on a sensibilisé nos joueurs que sur le plan mental, il fallait y aller. Par contre, on n'avait pas d'exemple en face de nous. Et l'arrivée d'Hervé Renard a été salutaire pour nous, parce que lui, c'est un guerrier. Il amène son équipe à devenir guerrière, parce qu'on l'a vu dès le premier match contre le Cap-Vert, des joueurs qui d'habitude ne venaient jouer que pour jouer, venaient en équipe nationale sur le match du Cap-Vert pour se battre sur le terrain. Et le meilleur témoin, c'est Boussoufa. Oui. Boussoufa, c'est exceptionnel. C'est un joueur que quand je le voyais avant, il voulait tirer les coups francs, les corners, il voulait jouer pour jouer. Et d'un seul coup, c'est devenu un élément moteur pour l'équipe avec une grinta que je ne lui connaissais pas, je l'avoue. Et quand on a fait dès qu'on a vu ces matchs-là, on s'est appuyé, au lieu de s'appuyer sur les matchs de Chelsea, de Manchester, on a pris les vidéos des matchs de notre équipe nationale avec Hervé Renard, on l'a montré à nos joueurs, et je peux vous assurer qu'on a eu des petits déclics qui sont arrivés, et aujourd'hui nos équipes jouent à l'image de ce que fait Hervé. Et c'est vrai qu'Hervé Renard, son arrivée, nous apporte énormément. Justement, en parlant d'Hervé Renard, on l'a vu sur quasiment tous les matchs d'équipe nationale au complexe Mohamed V sur ce Chan. À quel point s'est-il investi justement dans la préparation et même pendant la compétition sur cette équipe-là? Ce que vous ne savez pas, c'est que dès le départ, quand Hervé est arrivé, Hervé est arrivé avec la double casquette, c'est-à-dire l'entraîneur de l'équipe nationale A et des locaux. Ça, c'était son créneau, plus une supervision de l'équipe olympique. On savait pertinemment
que l'objectif, c'était de rétablir notre équipe nationale A. Donc ce que j'ai proposé à l'époque à Hervé, c'est qu'on prenne un entraîneur qui était local, notamment Jamel Slamy que j'avais sur mes petits papiers. Donc quand j'ai recruté Jamel Slamy, c'est pour prendre les Olympiques. Et on a décidé que les concentrations de l'équipe locale devaient se faire dans les dates FIFA. Parce qu'on était toujours embêtés pour rassembler nos joueurs, même localement, puisque dans les dates FIFA, on mettait des matchs de championnat. On s'est dit, on va les mettre en même temps. Et on les met au même lieu. Donc c'était sous la responsabilité d'Hervé. Donc toutes les concentrations pratiquement, nous les avons fait au même endroit. Et Hervé, des fois il y avait le décalage au niveau des entraînements, venait voir les joueurs. Et parfois nous demandait, tiens, demain j'ai besoin de 2-3 joueurs. Et comme dans une équipe professionnelle. Donc Hervé s'est impliqué je dirais à 200% avec nous, même quand il n'était pas à l'entraînement, quand il était en déplacement, etc. Il avait un contact permanent avec Jamel Slamy. Jamel Slamy, à chaque fois qu'il faisait son groupe et son programme, était partagé avec Hervé, qui était toujours d'accord avec son travail. Non, il y avait une supervision. Et pendant tout le CHAN, il était présent à l'hôtel, il faisait le déplacement avec eux sur Casa, il était tout le temps là. À l'entraînement Alors, aussi. il a été vraiment très gentleman parce qu'il aurait pu prendre cette équipe-là, qui a été préparée pendant 1 an et demi avec Jamel Slamy. Il a concerté le président. Il a dit, je prends la décision de garder ce staff avec ce groupe-là parce qu'il le connaît bien. Et moi, je serai là en backup pour essayer de discuter avec Jamel sur certains points dont il a besoin, s'il a besoin. Et franchement, il y a eu une très, très belle collaboration. Chapeau à Hervé, bravo à Jamel. Voilà, donc un travail en toute intelligence. Et d'ailleurs, souvent, il était présent, mais il était très, très discret. Et là, vraiment, chapeau à Hervé Renard. Justement, on a senti que cette équipe nationale, du moment qu'elle travaille ensemble, il y a du boulot depuis 1 an et demi, on sentait cette homogénéité, on sentait cet esprit d'équipe. Jusqu'à quel point ce travail de longue haleine a été important au niveau du résultat final? L'équipe, les joueurs ont compris que la performance était importante aussi pour eux. Ouais. D'accord ? Et que sans un travail collectif, une vie de groupe, on ne pouvait pas aller chercher la performance. C'est vrai que dans le travail quotidien, même quand c'était des matchs amicaux, pour nous, c'était des matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique. C'est pour ça qu'on n'a pas été surpris quand on a joué contre l'Égypte, la double confrontation. Nos joueurs étaient présents, même si on va me dire qu'il n'y avait pas les joueurs du Zamalek. Mais c'est un match qu'on a gagné. On avait toujours des difficultés contre l'Égypte, contre la Tunisie. Aujourd'hui, cette équipe-là vit bien entre elles. Il y a vraiment une osmose, il y a un bel équilibre entre les joueurs dits un peu plus âgés puis avec les jeunes. Il y a vraiment une équipe sur laquelle on compte à l'avenir pour d'autres échéances et on peut être fier vraiment de cette équipe-là. Elle était vraiment construite dans la durée et c'était ce qu'il fallait faire. Moi j'ai une question à Sega. On a des grands débats sur l'importance du CHAN. Voilà. C'est une compétition qui ne s'est pas encore vraiment installée dans le paysage, en tout cas mondial. Je pense qu'au Maroc, maintenant qu'on l'a gagné, on aura... Justement, je me pose la question sur la Guinée. C'est pour ça que je la pose. C'est pour ça que je sais que j'ai milité, Janel. Moi, j'adore le CHAN, je suis pour le CHAN. En Guinée, le CHAN, c'est quoi le CHAN vu de Guinée, de Conakry? C'est la deuxième compétition la plus importante pour les Guinéens, puisque la Coupe du Monde est inaccessible pour l'instant. Il y a la CAN et il y a le CHAN. Et figurez-vous, depuis 4-5 ans, le football guinéen est en progression. Le championnat est beaucoup plus relevé. Donc, pour nous, finir dans le dernier carré du CHAN, c'est un objectif chaque 2 ans qui s'impose à nous. Et donc, si vous voyez le départ de l'entraîneur, vous voyez la frustration que ça a engendré. La Guinée a joué que 2 CHAN. La première, c'était au Rwanda. Les Guinéens ont fini 4e. Et là, ils étaient venus avec l'objectif de l'emporter. C'est pour ça que la tête de l'entraîneur est partie en pleine compétition. Et que la tête de l'entraîneur est même partie à minuit. C'est pour ça qu'on s'est étonné pourquoi ils ne l'ont pas attendu le lendemain pour se séparer de lui. On va se retrouver dans un court instant, les amis, pour la seconde partie de cette émission, le club consacré au CHAN. Et je pourrai enfin parler de El Kaabi, superstar de cette édition 2018. À tout de suite.
Rebonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. Où avais-je la tête quand j'ai commencé l'émission privée de mes cartons. Bonsoir Amine. Qui es-tu? Que me veux-tu? Bonsoir Reda, bonsoir Salut. également à nos invités ce soir dans le club. Nasser Larguet, le directeur technique national, et Sega Diallo, bien sûr, le journaliste guinéen qui nous accompagne lors de cette édition du club. Je parlais d'El Kaabi, on va d'abord l'écouter avant d'essayer d'analyser sa compétition exceptionnelle. On l'écoute. Le CHAN est une opportunité donnée aux joueurs locaux de briller et de se faire valoir. Nous avons senti le public derrière nous qui nous ont vraiment soutenus. Concernant mon avenir dans le football, je pense que je dois travailler encore davantage pour me surpasser. Voilà, travailler davantage, l'avenir, ça a été l'un des sujets chauds un petit peu de cette édition du CHAN, l'avenir des joueurs locaux. On a eu bien sûr le transfert de Jawad Liamir à l'équipe de Genoa en Serie A italienne, le transfert également de Achraf Ben Sharqi pour le Hilal saoudien. Pour revenir à Ayoub Kaabi, est-ce que vous, en tant que directeur technique national, vous l'avez suivi depuis bien longtemps? C'est un joueur, quand on l'appelait en équipe nationale, les gens s'étonnaient parce que il y avait avant lui, bien sûr, le Walid Azaro, il y avait également Mokran du Shabab Rif Al Husseima. Ces deux-là sont partis à l'étranger. Est-ce que tout simplement, vous connaissez très très bien Nasser, il vous a bluffé? Il ne m'a pas bluffé. Quand on l'a pris dès le départ, quand il a commencé avec nous, justement ce fameux match du Cameroun contre le Cameroun au Cameroun, il m'a impressionné. Il y avait Walid Azaro qui était avec lui, qui était associé. Un garçon qui était sur tout le front de l'attaque, qui était capable de tester le latéral droit, le latéral gauche, le défenseur central. Franchement, il les a fait souffrir. Et il avait marqué. Et puis là où j'ai vu qu'il avait vraiment un potentiel, je crois que ça doit être le deuxième but, il marque de la tête, une tête plongeante dans les 16,50 m, alors qu'en général, on ne met déjà pas la tête pour se lever, pour frapper. Et là où il y a des pieds, où il risque de... Il est allé la chercher. En toute honnêteté, avec la générosité qu'il avait déjà à l'époque, il est capable de venir aider défendre pour aider, être le premier défenseur, mais surtout sur ses déplacements. Et puis bien sûr, son adresse exceptionnelle. Chaque match amical, il a marqué. À chaque fois qu'il a joué, il a marqué. Donc pour nous, déjà à l'époque, les deux attaquants que je mettais vraiment en première ligne, c'était Kaabi au même titre que Azaro. Ces deux joueurs-là, pour moi, étaient exceptionnels. Des joueurs exceptionnels, mais est-ce que de là à ce qu'on s'attende, est-ce qu'ils explosent vraiment avec 9 réalisations dans un tournoi? C'est un record quand même. On n'a pas l'habitude, même maintenant en Coupe du Monde, je sais pas, on n'a pas de... On ne dépasse pas 6, 9 buts. Comment vous l'avez trouvé, ces gars? C'est un joueur avec un potentiel énorme, mais sa générosité dans l'effort et aussi le fait qu'on sente qu'il prend du plaisir. C'est-à-dire que quand tu le vois de la première à la dernière minute sur le terrain, il a toujours cette envie-là. Il a envie d'aller devant, de marquer et de faire marquer. Parce que j'ai vu hier sur le premier but, il laisse passer le ballon, alors qu'il aurait pu frapper et peut-être même marquer parce qu'il avait un bon décalage, il avait de l'avantage sur ceux qui étaient derrière. Donc il laisse passer. Ça veut dire que techniquement, mentalement, il se sentait à l'aise. Le fait de travailler depuis quelques mois avec ses collègues, il savait que les gars le connaissaient et qu'il était dans une position où il allait bien s'exprimer. Et sur le tournoi, il aurait pu ne pas être aussi prolifique, mais faire le tournoi qu'il a fait parce qu'en termes de générosité, il était prêt. Et c'est un joueur aussi, Amine, excuse-moi, c'est un joueur au parcours atypique. Je profite de la présence de Nasser Larguet, directeur technique national, mais également ancien patron de l'académie Mohamed VI. C'est un joueur qui a 24 ans, qui explose à 24 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il jouait à un club amateur, à Chab, club de Casablanca, puis le Racing, et aujourd'hui la renaissance de Berkane. Un joueur qu'on découvre, qui explose à 24 ans, en tout cas, ça ne répond pas aux normes du football actuel où il y a les centres les écoles de football, les centres de formation, les sélections cadets, juniors, seniors, etc. Heureusement.
Heureusement qu'il y a des cas comme ça, mais vous en avez eu aussi Walid. en Europe. Hein. Vous avez un gars comme Ribéry qui avait été jeté d'un centre de formation, qui est allé faire ses classes en national et qui a joué après à Boulogne. Et de Boulogne, il est reparti dans un club professionnel. Il y a quelques joueurs comme ça. Et donc, Valbuena aussi, je pense. Valbuena aussi. Walid El Ghareghi aussi a commencé très tard. Boutaïeb. Ce joueur, il y a, même au niveau de la formation, ça fait quelques années, on commence un petit peu à réfléchir sur notre concept de travail. Je pense qu'il ne faut pas tomber, surtout chez nous au Maroc, où il y a des dons. Des dons chez les gamins sont doués. Oui. Et malheureusement, peut-être que l'arrivée très précoce dans les centres de formation, on leur enlève ce don, on les formate. Oui. Et donc là, le danger, c'est justement de ne pas retrouver des Kaby ou d'autres joueurs avec ce potentiel, ce talent, même un garçon comme Azaro qui est passé par Tchera, etc. Ouais. Donc, à mon avis, peut-être que ce joueur-là, le fait d'être passé en amateur, il a été confronté à un championnat senior assez tôt, avec des joueurs, il a dû trouver les solutions par lui-même, et après venir avec le RAC où il a passé, je crois, 2 saisons, où il a quand même sa deuxième et dernière saison, il marque 25 buts, c'est qu'on lui donne la possibilité de marquer. Il est dans une trajectoire très intéressante, malgré, je dirais, son non-passage dans un centre de formation. C'est ça, mais c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'expose pas qu'à 24 ans. Déjà au RAC, pour mettre 25 buts en Botola 2, tu vas sur les stats des 15 dernières années, tu ne trouves pas ça. Ouais. Parce que c'est des championnats très très rugueux. C'était l'année dernière, donc à 23 ans. Ouais. C'est ça. Mais par contre, non, c'est pas tard. Non, je trouve pas. Franchement, pour un attaquant, moi, il faut me donner des attaquants qui marquent plein de buts à partir de 18 ans. Ouais, le problème, lui, son baromètre, c'est Messi et compagnie. Non, pas par rapport à ça. Non, pour rester sérieux, un joueur qui explose comme ça, je ne suis pas le seul à en parler. Tous les médias internationaux s'intéressent à ce cas. Au RAC, quand tu mets 25 buts en Botola 2, c'est extraordinaire. Mais le RAC, c'est pas le Chan et pas marquer 9 buts dans un tournoi. Il n'a pas fait le Chan avant, peut-être qu'il aurait explosé avant. Maintenant, ces gars, il dit une chose qui est très juste. C'est que la générosité qu'il y a dans le jeu dénote aussi d'une superbe ambiance au sein de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, on peut postuler qu'il a fait qu'il a réussi cette performance parce qu'autour de lui, toutes les conditions étaient favorables pour le faire. Quand effectivement, il laisse Hadref marquer le premier but alors qu'il aurait pu être à sa chance. Et par la suite, on voit bien que toute l'équipe nationale a fait en sorte qu'il marque ce but-là. Oui. Donc, et les 9 buts auraient pu être 11-12. Alors, il met une transversale, un poteau sur 2 reprises. Enfin, ça aurait pu être quelque chose de stratosphérique. Donc ça dénote aussi d'une atmosphère ou d'un environnement qui est hyper favorable. Et ça a joué pour lui aussi. Et en parlant de Kaby et de cette situation de joueurs atypiques qui arrivent, nous, j'en parlais avec M. Larguette il y a quelques jours, nous on cherche à sortir de cela, c'est-à-dire que notre football, on a beaucoup plus de joueurs qu'on repère comme ça que de joueurs qui sont formés et qui ont un parcours académique. Et aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu. Oui. C'est vrai que pour un pays comme le Maroc, ça peut surprendre parce qu'il y a beaucoup d'académies, mais en Guinée, nous cherchons à un peu formater les joueurs parce que quand tout le monde fait le Pelé, les joueurs qui ont joué le Chan, ils sont hyper bons en championnat, ils déroulent. Ici, ils sont éteints parce que chacun voulait... Le capitaine, par exemple, Sankan, il était très bon, mais il voulait tout faire, tout seul. Et c'est ça la difficulté, c'est de trouver ce juste milieu-là. Et je pense que le partenariat entre la Fédération royale marocaine et la Fédération guinéenne va nous être utile avec l'appui de M. Larguette pour essayer d'encadrer un peu les jeunes footballeurs guinéens. Par rapport à l'explosion d'un joueur l'explosion d'un joueur, on connaît ça dans le foot. Hein. On a parlé de ses qualités, elles sont là. Il y a un peu de... Il y a de la générosité, de l'adresse, en plus gaucher comme ça à la pointe de l'attaque, ça déstabilise un peu. Voilà, on a l'habitude de voir les gauchers comme ça dans l'axe. Il y a le côté un peu confiance, euphorie. Bon, après je ne veux pas, moi, doucher l'enthousiasme de tout le monde. Voilà, il faut confirmer. On a eu Skilachi, meilleur buteur de la Coupe du Monde 90, qui a disparu aussitôt. Belanov, je pense qu'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde 86 et l'autre 90. Voilà, des profils comme ça existent, un peu touchés par la grâce sur 15 jours. Nous, on espère que ça va durer 10 ans. Il en a le potentiel. Mais on peut aussi parler de la sélection 2005 junior avec Nabil Zahar, qui était 3e meilleur joueur de la Coupe du Monde derrière Messi et Fabregas, et qui n'a pas confirmé, avec Bindemo à l'époque qui était énorme, Yajol qui s'est un peu perdu avant de revenir. Bref, on a malheureusement une bonne... j'espère que c'est autre chose, mais je suis obligé, juste pour tempérer un peu le débat, parce que je pense autant de bien de lui que vous, mais voilà, je voulais dire ça. Voilà. Même en
en tant que technicien, et puis on fait des éloges sur ce joueur-là, c'est vrai qu'en tant que formateur, il faut être très prudent. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là psychologique aussi, voilà. et qui, à un moment donné, se font rattraper par d'autres, ne comprennent pas pourquoi ils se font rattraper par d'autres, et puis ils plongent. Et le côté psychologique. Ouais. Ce joueur, le fait de l'avoir côtoyé, il y a 2 choses qui me disent que c'est un garçon qui va aller assez loin. D'abord, un garçon qui monte de national, qui monte en deuxième division, il joue en deuxième division. Il va avec Berkane. Quand il joue, c'est lui qui fait la performance. Sachez qu'en début de saison avec Berkane, il était blessé. Il ne jouait pas. L'équipe ne gagnait pas. Il est revenu, il commence à gagner. Il a 6 buts. Il est à 6 buts en 12 matchs. Il joue en équipe nationale. On peut dire au début, bon, c'est des matchs amicaux, etc. Vous arrivez dans les matchs amicaux, il est performant. Vous le mettez dans une compétition officielle, il est performant. Et en plus, il est doté d'une humilité exceptionnelle. Alors moi, justement, je voudrais parler au formateur. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 5 mois de la Coupe du Monde, de rester à Berkane, de finir le championnat, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de choix, c'est Non. fermé. Supposez qu'on soit encore en train de kicker le mercato, je lui conseillerais de rester avec Berkane. Parce qu'avec Berkane, il va jouer. Il va continuer à jouer, il va rejouer. Je vais vous donner une petite anecdote, c'est que déjà la saison où il était avec le RAC, j'ai eu une discussion avec M. Mendoza qui déjà à la trêve hivernale avait des propositions de grands clubs au Maroc. On parle du Raja, du Wydad et du FUS. Il m'a posé la question. Je lui dis, moi, à mon avis, il serait souhaitable qu'il reste chez toi. Pourquoi? Parce qu'il joue. Et un attaquant doit jouer. Il doit se trouver devant les 16 mètres. Il doit marquer. S'il va dans un club UP et qu'il se mette sur le banc de touche, on perd un joueur. Et donc aujourd'hui à Berkane n'est pas le Wydad, n'est pas peut-être le Raja, mais Berkane fait du bon jeu. Berkane va le faire jouer. Berkane comptera sur lui. Et qu'à la fin de la saison, s'il trouve un club, si Berkane continue, il veut le garder bien sûr et continuera à jouer. S'il y a un club plus intéressant, il faudra qu'il choisisse bien le club où il va aller, dans le club où il doit jouer. Et je pense qu'à travers le jeu, il faut qu'il continue à choisir les clubs dans lesquels il va, où il va pouvoir jouer. Justement, par rapport à ça, la transition est toute choisie. Ben Charqui, qu'est-ce que vous en pensez de son transfert au Hilal Saoudi? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est l'avenir qui nous dira si c'est une bonne ou mauvaise chose. Moi, je parle en tant que formateur. Je l'ai déjà dit dans une radio. Ce joueur-là fait le choix. On ne peut pas nier que le transfert, impossible de le refuser. Pour le club comme pour lui. D'un point de vue financier. Oui. Exactement. Okay. On serait fou. C'est un peu important. On serait fou au détriment du sportif de dire il faut renoncer à ce... Non. Par contre, le conseil que je lui donnerais, c'est qu'il va dans un club qui est quand même un bon club au niveau de l'Asie. D'accord ? S'il a le sentiment, s'il connaît sa valeur, s'il connaît son potentiel, il doit savoir quel volume, quelle intensité de travail il a. Si à l'entraînement et en match, il ne retrouve pas l'intensité dont il a besoin, il doit être capable de demander à son club, qui a les moyens, parce que quand on achète un joueur à 5 millions de dollars avec un salaire qu'il va avoir, ils doivent avoir quand même des infrastructures, des installations, des coachs. Il doit demander des séances supplémentaires, de continuer à travailler pour garder un niveau international. Ça doit venir de lui. Et vous l'avez, quand je dis vous, c'est vous, l'environnement, du moins, on l'a briefé dans ce sens, parce que voilà quoi. Moi, c'est le conseil que je lui donne à travers votre superbe émission. Je l'ai déjà dit. J'ai dit, Nassar, je vais pas, tu vas pas, mais Nassar, il va pas être le premier invité à prendre un carton. Non, je le garde. J'ai dit, Nassar, c'est plus dur avec les Marocains que Gassama. C'est pour ça, dire est-ce qu'il a fait le bon choix, c'est toujours l'avenir, mais lui doit avoir quand même la conscience professionnelle de dire s'il va dans un club et que ce club-là, il joue tout le temps et qu'il y a l'intensité, le volume de travail, parce qu'il doit continuer à convaincre éventuellement Hervé Renard, parce qu'il a touché quand même à l'équipe nationale A, il va, je dirais, dans un championnat dont on ne connaît pas tout à fait la valeur. Maintenant, c'est lui. Personnellement, il doit se juger, soit jauger le travail dont il a besoin. Vous avez des joueurs, vous avez même dans un club comme le Real Madrid, où c'est un grand club ou un grand championnat,
Vous avez Cristiano Ronaldo fait du rab. Ouais. Il reste à la fin pour pouvoir travailler ses coups de pied arrêtés, son physique. Mais vous, en tant que DTN aujourd'hui, pensez-vous que le fait d'avoir hormis Bossofa qui est un cas particulier, mais vous en tant que DTN, donc en tant que formateur, pensez-vous que le fait d'évoluer dans ces championnats-là est un côté rédhibitoire par la suite pour une carrière au plus haut niveau et en équipe nationale? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Azaro, actuellement, il a eu quelques petits soucis au départ d'allumage. Aujourd'hui, c'est un joueur qui commence à trouver sa place, qui marque des buts. Il fait ses matchs à un bon niveau. Après, je vous dis encore une fois, selon le joueur doit avoir l'intelligence de se jauger, de juger ce dont il a besoin par rapport à la compétition qu'il est en train de jouer et l'entraînement qu'il est en train de subir. Et l'intensité, il doit la sentir. Il a goûté à l'équipe nationale l'exigence d'Hervé Renard. Donc, est-ce qu'il a cette exigence là-bas ou pas? S'il ne l'a pas, il doit la rechercher. Il doit la rechercher parce que c'est son avenir sportif. Et je pense que, par exemple, pour revenir à Ben Sharqi, c'est le joueur qui a le plus perdu pendant ce CHAN parce que sa prestation n'était pas top. Il y a eu cette polémique autour de son transfert dans un championnat comme le championnat saoudien, tout cela à 5 mois de la Coupe du Monde. Mais je comprends et je suis parfaitement d'accord avec Nassar que quand on pose 5 millions de dollars, c'est un record absolu pour le football marocain que le joueur ait pu prendre cette décision. Rapidement, une question sur le niveau de la compétition. Vous avez suivi tous les matchs pratiquement. Comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé un premier tour assez moyen sur le plan technique, sur l'organisation tactique. Il y avait beaucoup de pertes de balles, de l'approximation. À partir des quarts de finale, on a vu, je dirais, les 2/3 des matchs qui devenaient très intéressants avec du suspense, avec des matchs vraiment d'un niveau élevé. Puis les demi-finales nous ont gratifié quand même de belles demi-finales, très engagées, avec des envies mentalement d'aller chercher la victoire. Je pense qu'on est rentré crescendo et on a vu quand même à partir une partie des quarts de finale et demi-finales, je dirais un bon niveau. J'avais suivi aussi la CAN au Gabon. Franchement, à partir une partie des quarts de finale et demi-finale, on avait le sentiment de vivre niveau une CAN. égal. Et ça, c'est la super bonne nouvelle pour une compétition comme le CHAN. Je ne vais pas poser la même question à vous deux du moment que vous n'êtes jamais déplacés pour suivre un match du CHAN. Par contre, on n'a pas les mêmes conditions que les tiennes à l'intérieur du stade. je reviens vers mon ami Sega. Comment vous avez trouvé le niveau général et aussi votre avis sur l'organisation de cette compétition? Le niveau général, il était faible par rapport à ce que j'ai vu au Rwanda. Je trouve que les équipes étaient moyennes. La poule A, où il y a le champion et un demi-finaliste, troisième, était relevé. On s'en rend compte à la fin, mais voilà. Maintenant, il y a des équipes qui ont dessus. La Côte d'Ivoire était attendue, le Cameroun était vraiment. C'est des équipes assez moyennes qui sont venues. Non, parce c'est des sélections qui viennent avec une grosse marque, Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais on sait que le football, voilà. Non, et surtout après que le football local, que ce soit en Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il est au bord de. Oui, c'est effectivement, mais en fait, mentalement, on est toujours, le Maroc l'a vécu, il y a ce passé-là qui est une marque, et sur les tournois, on les attend quand même, on espère qu'ils peuvent sortir. Le Nigeria n'était pas forcément attendu, parce que c'est un gros championnat, mais sur les compétitions, il se saborde parce qu'il y a des problèmes organisationnels ou des choses comme ça. Maintenant, au niveau de l'organisation générale, je pense que le Maroc ne s'est pas fait violence. Le CHAN, c'est un petit truc pour un pays comme le Maroc. Simplement, j'ai senti moins de chaleur populaire, pas sur les matchs de la sélection ou de la Poula, mais sur les autres, l'ambiance et tout ça dans les stades a manqué. C'est-à-dire que nous, on est... Ouais, c'est la saison, bien entendu, mais c'est pas que ça. Et il y a une chose pour le journaliste que je suis, et je tenais à le signaler, quand je suis arrivé, j'ai galéré au niveau du complexe Mohamed V pour trouver l'endroit où s'accréditer. Il n'y avait pas de flèche, il n'y avait pas d'indication.
C'est un stade qui est en chantier. Hein. On sait qu'il y a la candidature pour 2026. Mais nous aussi, on galère. Ben, nous aussi, on galère. Enfin, Mais il faudra plus qu'on galère. Nous, pendant très longtemps, on n'y a même pas eu accès. Bon, c'est bien ceux qui viennent déjà au stade Voilà. galèrent, mais Bon, ceux bon, qui sont à la maison, je me demande. Il y a un peu moins. Les amis, Voilà. il reste peu de temps. Il faudra qu'on évoque également l'avenir de cette sélection, parce que souvent on dit quand on prend une équipe olympique ou une équipe de juniors, à la fin de la compétition, elle se dissout toute seule. Quid aujourd'hui de cette sélection avant de parler de Jamel Slami, quid de la sélection locale? Normalement, logiquement, elle devrait s'arrêter après le Chan et en former une autre pour préparer le prochain Chan. Le prochain, voilà, exactement. Quel avenir pour cette sélection? Si vous avez remarqué, déjà, cette équipe-là, une grande partie était entre les mains de Hassan Mlabicha. Ouais. Il y a eu l'élimination pour les JO. Et on n'a pas fait l'erreur de tout stopper. Hein. Donc on a continué à travailler avec eux. Il y avait les Ben Sharqi, les Banoun et plein d'autres joueurs qui font partie de cette équipe-là, qui étaient présents avec la campagne qualificative pour la CAN et pour les JO. Donc on a fait le pari pour les meilleurs et qui jouent avec leur équipe première, de les garder, de continuer à travailler avec eux, parce qu'on savait qu'il y avait les échéances, notamment du Chan, il y avait aussi le Gabon, il y avait plein d'échéances qui venaient. Aujourd'hui, n'oubliez pas que nous avons les échéances donc, de 2018, donc la Coupe du Monde. Juste après la Coupe du Monde, vous avez 2019, c'est la CAN. Juste après, vous avez encore le Chan. Vous avez les JO en 2020. Donc, il y a plein d'échéances qui vont venir. Et ces joueurs-là, vous en avez besoin. Et en plus, l'équipe est quand même, pour certains jeunes, des gars qui ont 23, qui ont 24 ans. Dans 2 ans, dans 4 ans, ce sont des joueurs qui sont encore, je dirais, dans le coup. Donc, on est en train de voir, et puis c'est l'idée aussi d'Hervé et de Jamel, c'est des joueurs avec lesquels on va continuer à travailler. En la rappelant, comme on l'a fait au départ, les gens ne nous ont pas compris l'équipe à prime. Ça va être notre deuxième équipe, le réservoir de notre équipe nationale, puisque la preuve sur les derniers matchs, Hervé Renard a quand même puisé quelques joueurs. Il y avait à peu près 6 joueurs qui étaient avec lui. Donc le petit changement, Nasser, qu'il va y avoir, c'est que, par exemple, pour la prochaine convocation, il pourra y avoir des joueurs évoluant, des joueurs professionnels, maintenant que le Chan est passé. Alors, exactement, on l'appellera à prime parce qu'on va pouvoir avoir des joueurs qui viennent d'Europe pour continuer à travailler avec les jeunes qu'on a là, pour être un réservoir pour Hervé Renard. Sur la prochaine date FIFA, nous souhaitons les concentrer, leur apporter deux matchs amicaux dans lesquels il y aura une partie de ces joueurs-là, plus des joueurs qui viendront d'Europe, parce qu'on a bien sûr toutes les échéances dont je viens de parler. Sachez que pour les JO, ce sont les natifs 97-98. Certains joueurs, ici, on a le droit à 3 joueurs plus âgés pour pouvoir les prendre. On pense à des garçons qui sont déjà 96, comme Tegnev aussi, ou éventuellement un garçon comme Naïf Agad. Mais il y a d'autres joueurs qui sont 95, 94. Les Kaby peuvent faire partie de cette équipe-là. Les Ben Sharqi, les Kerti, les Boulharoud, le Banoun, Yamir. C'est extraordinaire de parler de ces joueurs-là parce qu'ils sont jeunes et on a toujours l'avenir devant nous. Donc on a quelque chose qui se construit. On n'a pas compris. Oui, Reda. Non, mais déjà, ce que vient de dire M. Laguette est intéressant. C'est-à-dire que le fait qu'on ait parlé de Renard qui était un petit peu également dans le staff des locaux, le fait qu'on parle de transvasement, alhamdoulilah, il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à oublier, qu'il y a quelques années, les 2 équipes étaient concurrentes. Voilà. Elles n'étaient pas, non seulement elles ne collaboraient pas, mais même il y avait des concurrences, c'est même pas la peine de sélectionner, qui ne se parlaient même pas. Voilà, chacun prenait. Moi, je voudrais juste dire une chose avant de parler de l'avenir de cette sélection. Je pense que ça passe par l'avenir des joueurs dans le club. C'est-à-dire que demain, et bien ça va être une de mes questions, ces joueurs vont être réinjectés dans leur club et ils vont avoir l'expérience d'avoir soulevé une coupe, d'avoir une grinta. Est-ce qu'on n'est pas lourdement pénalisé par ce championnat, et pourtant Dieu sait si je l'aime, qui est complètement illisible? Voilà, on a une semaine d'un derby, quelques jours d'un derby qui est reporté. On a des matchs qui se jouent dans les mauvaises journées. On a l'impression qu'on veut faire fuir le public. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un potentiel qu'on est en train de connaître ou de redécouvrir, qui est tout simplement gâché par une compétition qui clairement n'est pas considérée comme prioritaire chez nous. Voilà. Alors qu'elle a fourni ces jours-là. Voilà.
Alors, je vais vous dire une chose. Ce matin, le président est venu féliciter les joueurs à Srerat. Il leur a dit une chose qui est exceptionnelle. Il leur a dit, vous avez vu, je vous félicite à 2000%. Vous avez fait plaisir à beaucoup de gens. D'accord ? Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est la grinta, l'envie de compétir, d'aller gagner des matchs. Je voudrais que vous alliez la Zer'ouha, Les clubs. les clubs. Mais quand vous faites jouer le Raja un jeudi à 16h ou le WAC un mardi à 13h, excusez-moi, vous n'êtes pas en train de... Après, moi, Ça n'aura plus. Je ne parle pas de vous, je vous comprenez. ne peux pas parler de... Non, vous avez compris le message. C'est pas que je ne peux pas parler, bon, je ne vais pas parler de la programmation ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est tout simplement la mentalité. Parce que aujourd'hui, notre football, il a souffert de quoi? Il n'a pas souffert de talent et de potentiel. Il a souffert de mentalité. Donc, est-ce qu'on a envie aujourd'hui de travailler, juste de travailler, de dire, moi je suis professionnel aujourd'hui, on a des clubs professionnels, c'est pas professionnel par le papier parce qu'on a un salaire, etc. Professionnel, c'est un état d'esprit. Ben oui. Donc ces joueurs-là ont gagné cet état d'esprit. On les voit en vie quand ils rentrent sur le terrain, c'est pour gagner le match. C'est pas pour faire la baba, le petit pont, etc. Parce que j'ai envie de gagner. Donc le président leur a demandé, s'il vous plaît, vous avez une responsabilité énorme. Les joueurs que vous aurez autour de vous, dans le club, dès le prochain match, parce qu'il va y avoir le trophée des champions, je sais pas, contre TP Mazembe, il faut y aller pour aller la gagner. Il faut gagner. À chaque fois qu'il y a une compétition, on doit être performant. Et chaque fois qu'il y a un match, même en Botola, il faudra être performant. Il faudra revenir aussi, mon cher Nasser Larguet, parce qu'on aimerait aussi évoquer avec vous la direction technique nationale, l'organisation de cette direction technique nationale. Vous arrivez, je pense, cette année au terme de votre contrat, en tout cas de votre mission, le moment aussi de faire un bilan de tout ce que vous avez pu faire à la tête de cette direction technique nationale. Merci Reda, merci Amine, merci beaucoup Sega, et ça nous a fait vraiment un énorme plaisir de vous accueillir ici. Nasser Larguet, vous êtes chez vous ici et revenez très très prochainement pour évoquer avec vous toute cette organisation de la direction technique nationale. C'est la fin de cette édition du Club. Mille merci de l'avoir suivi. Le Club qui a été réalisé ce soir par Driss Tba. On se retrouve mardi prochain. Ciao les amis.